Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire le cours sur le système endocrinien qui parle essentiellement des glandes qui, à travers le corps, vont envoyer des hormones. Donc, on l'appelle également le système hormonal et il concerne plusieurs organes dispersés à travers le corps. On a croisé à plusieurs reprises cette année des organes qui libéraient des hormones. Alors, ils apparaissent en rouge, comme vous voyez à l'écran. Donc, on a la thyroïde, dont on a parlé lorsqu'on parlait de la régulation de la calcémie, donc du calcium dans le sang. On a parlé rapidement des glandes surrénales quand on a parlé du système excréteur. Et on a aussi parlé du pancréas qui gère la glycémie grâce à l'insuline. Alors, il y a d'autres organes dans le système endocrinien qui libèrent des hormones. Une hormone, c'est une substance chimique qui est libérée dans le sang par donc un organe dont le but est d'activer éventuellement plusieurs autres organes à travers le corps. Donc c'est un message qui circule partout et qui permet d'activer plusieurs zones, mais c'est un message qui se fait lentement. À noter également qu'on a les gonades, donc les testicules ou les ovaires, qui sont eux aussi capables d'envoyer des hormones dans le corps. Alors rapidement un retour sur le pancréas que nous avions vu lorsqu'on avait fait le système digestif. On avait parlé de l'insuline, l'hormone qui gère la glycémie. Lorsque la glycémie est trop forte, le pancréas va libérer de l'insuline dans le but de faire baisser la glycémie. Alors le glucose qui est dans le sang, c'est ça la glycémie, hein, va être envoyé donc dans des cellules d'organes de stockage comme le foie, les muscles ou le tissu adipeux. On va se rajouter que le pancréas est capable de gérer la situation inverse, c'est-à-dire une situation où la glycémie est trop faible. Alors, ce qu'on appelle une hypoglycémie. À ce moment-là, le pancréas va libérer une hormone qui s'appelle le glucagon et qui va aller chercher le glucose qui est dans justement les cellules de stockage et qui va permettre aux muscles et en fait à tous les organes qui ont besoin de glucose de fonctionner. Donc le but c'est de faire remonter la glycémie. On avait également parlé de la thyroïde qui est responsable de la calcémie. Donc la calcémie, je vous rappelle que c'est la quantité de calcium dans le sang. Le calcium est très important dans le corps, notamment pour la contraction musculaire. Alors, si on a une augmentation de calcium dans le sang, par exemple, à ce moment-là, la thyroïde va libérer une hormone appelée calcitonine qui va aller activer les ostéoblastes pour qu'ils prennent le calcium et le mettent dans les os, qui va aller activer les reins pour qu'ils évacuent le calcium et aussi le système digestif pour qu'ils ralentissent l'absorption du calcium, donc qu'on laisse partir le calcium, ne l'absorbe pas. Et tout ça, effet combiné, va faire diminuer la calcémie jusqu'à ce qu'on retourne à l'équilibre, à l'homéostasie. L'inverse peut arriver, donc on peut avoir une baisse de calcémie. Alors à ce moment-là, c'est la parathormone libérée par les glandes parathyroïdes qui va être libérée. On va activer les ostéoclastes qui vont gratter les os pour en extraire du calcium. On va absorber le maximum de calcium dans le système digestif et on va dire aux reins de ne pas évacuer le calcium. Tout ça devrait aboutir à une augmentation de la calcémie. On avait parlé rapidement des glandes surrénales et on avait dit qu'elles libèrent plusieurs hormones. Alors, notamment l'aldostérone que vous voyez ici. Et l'aldostérone, son but, c'est de gérer, entre autres, la pression artérielle en gérant le volume du sang. Donc, les reins, en faisant rentrer plus ou moins d'eau dans l'urine ou en gardant l'eau dans le sang, vont pouvoir gérer la pression sanguine. Et ça, c'est sous l'effet de l'aldostérone. On va également avoir des hormones qui sont libérées par les glandes surrénales pour le métabolisme, c'est-à-dire pour augmenter la capacité des cellules à fonctionner, donc de réaliser différentes réactions dont elles sont capables. C'est géré par la cortisol et l'adrénaline. Et on a également des hormones qui sont libérées et qui vont agir notamment sur les organes sexuels. On voit qu'au niveau du cerveau, juste en dessous ici, on a une petite glande qui s'appelle l'hypophyse. Alors pour continuer dans le système endocrinien, on a une glande qui est située donc à proximité de tous les capteurs que le cerveau peut avoir et dont le but est d'envoyer des messages à d'autres organes par le biais d'hormones, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que l'hypophyse est une sorte de chef d'orchestre puisqu'il va envoyer des hormones à d'autres organes qui eux-mêmes vont libérer des hormones. Donc, quelles sont les hormones libérées par l'hypophyse? Eh bien, on avait déjà parlé de l'hormone de croissance qui va stimuler le développement des os, par exemple, pendant la croissance. On va avoir la gestion de la thyroïde, donc c'est la TSH, l'hormone qui va être libérée et qui va permettre d'activer ou pas la thyroïde en fonction de la calcémie. Et on a deux hormones très importantes sur lesquelles on va revenir en détail, qui sont la FSH et la LH, deux hormones sexuelles qui sont libérées à partir de la puberté et qui vont avoir des impacts assez importants sur le corps des humains.
Alors voyons en premier lieu la FSH, son vrai nom c'est l'hormone folliculostimulante et elle va agir au moment de la puberté. Donc le cerveau, l'hypophyse va commencer à la libérer et elle va être responsable, nous y reviendrons après, sur le développement folliculaire, c'est-à-dire la création d'ovules à partir de petites cellules qu'on appelle les ovocytes dans un cycle qui s'appelle le cycle folliculaire à l'intérieur des ovaires. Chez les garçons, la FSH va déclencher la spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication quotidienne de spermatozoïdes. La LH, l'hormone lutéinisante, c'est ça que veut dire ce sigle, eh bien c'est elle qui va être responsable chez les femmes de la libération de l'ovule de sa matrice de création qu'on appelle follicule, et donc ce moment s'appelle l'ovulation. Et chez les hommes, c'est elle qui va être responsable de la libération de la testostérone par les testicules, testostérone qui est en grande partie due aux transformations qu'on va avoir dans le corps d'un homme à la puberté. Alors justement, on peut voir à l'écran que cette testostérone, sous l'effet de la libération de la LH, donc, elle est libérée par les testicules et elle va entraîner plusieurs transformations du corps. Alors, on appelle ces transformations les caractères sexuels secondaires masculins. Et on va se retrouver avec la voix qui va devenir plus grave. On va également avoir une augmentation du volume des parties génitales. On va avoir une augmentation de la masse musculaire et aussi un développement de la pilosité sur le corps, notamment sur le visage. Donc c'est assez simple pour les hommes. Allons voir un peu chez les femmes au niveau hormonal toujours. Je vous rappelle que le but du cours est de comprendre le fonctionnement hormonal à travers le corps. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des ovaires qui sont représentés ici, et ce que vous voyez en orange, c'est ce qu'on appelle des follicules, à l'intérieur desquels on a des petits ovules en devenir. Et donc à travers le cycle folliculaire, eh bien, on va avoir un développement de ces follicules pour qu'il y en ait éventuellement un qui soit prêt à libérer un ovule. Donc au début du cycle, on a surtout la FSH qui va être envoyée dans les ovaires. En fait, elle est envoyée dans le sang, hein, vous avez bien compris, c'est une hormone, et les ovaires vont y être sensibles. Et tant que la FSH est libérée par l'hypophyse, je vous rappelle que c'est l'hypophyse qui libère ça, eh bien, les follicules vont se développer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui devienne plus gros que les autres, qu'on appelle un follicule de De Graaf. Une fois que le follicule de De Graaf est prêt, avec une combinaison de l'utérus, qui lui aussi est en développement pendant la création de l'ovule, eh bien, une fois que tout le monde est prêt, l'hypophyse va libérer la LH, et ça c'est sur une très courte durée. Et ça va permettre au follicule de comprendre qu'il doit libérer son ovule, alors on appelle ça l'ovulation. Ce qui nous amène à deux phases finalement, donc toute la phase avant l'ovulation et la phase après l'ovulation. Alors pendant la phase avant l'ovulation, voyons ce qui se passe dans les ovaires et aussi dans l'endomètre de l'utérus. Donc on a les follicules qui se développent à travers les ovaires sous l'effet de la FSH et sous l'effet donc de la FSH, les follicules ici vont libérer des œstrogènes, donc des hormones, eux aussi, hein. On voit que tout le monde communique avec des hormones, et ces œstrogènes vont, entre autres, eh bien, communiquer avec l'utérus et donc avec l'endomètre de l'utérus pour lui signifier qu'il doit se développer. Donc en même temps que un ovaire est en création à l'intérieur des ovules, pardon, un ovule est en création à l'intérieur des ovaires, on a l'endomètre qui se développe dans l'utérus. Ça, c'est sous l'effet des œstrogènes. Une fois que tout est prêt, donc l'endomètre est prêt ici, le follicule est mature, ici on a un follicule de De Graaf, alors l'hypophyse va libérer la LH, on en a parlé tout à l'heure, ce qui va déclencher l'ovulation du follicule de De Graaf. Le follicule de De Graaf va alors se transformer en corps jaune, que voilà, et à travers l'ovaire maintenant, on va avoir libération encore d'œstrogènes, mais surtout d'une nouvelle hormone qui s'appelle la progestérone, alors qui va être libérée en plus grande quantité et qui va permettre de dire, en fait, qui va communiquer, hein, toujours une hormone hein, dans le sang, qui va permettre à l'endomètre de comprendre qu'il doit continuer son développement dans l'attente d'un ovule éventuellement fécondé, puisque l'ovule est en train de se promener, alors à travers les trompes de Fallope, il est en train d'avancer et peut-être qu'il va se faire féconder. Alors à ce moment-là, l'endomètre est en attente pour pouvoir éventuellement recevoir cet ovule fécondé et lui permettre de s'installer. À un moment donné, le follicule de De Graaf n'aura plus d'hormones à envoyer
et donc la progestérone va commencer à diminuer dans le sang. À ce moment-là, l'endomètre, s'il n'a pas reçu d'embryon, va tout simplement arrêter de se développer et même se décrocher. Donc on aura le début des menstruations, le nettoyage de l'endomètre, et on va repartir pour un cycle. Donc là, on a la fin du cycle. Alors ces œstrogènes et cette progestérone qui sont libérés à tour de rôle dans le sang des femmes, eh bien ce sont elles qui sont responsables des modifications du corps des femmes lors de la puberté. Donc notamment une augmentation de la taille des hanches, une augmentation de la taille des parties génitales et le développement des seins, donc notamment des glandes mammaires à l'intérieur qui permettront l'allaitement si jamais il y a développement d'un embryon. Là, on a le résumé un petit peu sous forme de jours qui s'écoulent d'un cycle complet. Donc, on peut voir qu'un cycle, il y a une phase qui est toujours fixe, c'est la phase après l'ovulation. Donc, de l'ovulation jusqu'à la fin ici, on a habituellement 14 jours. Donc, ça, c'est assez fixe. On appelle ça la période post-ovulatoire. Mais ce qui rend un cycle différent d'une personne à une autre, eh bien, c'est la durée de la période préovulatoire. Donc là, vous voyez qu'elle dure 10 jours, ici 14 jours, ici 17 jours. Donc, le temps que ça va prendre au développement d'un follicule, finalement, hein, eh bien, va être différent. Donc, le développement du follicule et de l'endomètre, c'est ça qui est un petit peu, qui peut varier. Par contre, le temps que va durer un corps jaune, pardon, pour libérer ses hormones jusqu'au début des menstruations, ça c'est à peu près stable, c'est à peu près 14 jours. On a ici un autre résumé visuel de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, ici, vous voyez le développement des follicules avec l'ovulation ici. Ici, vous voyez le nettoyage de l'endomètre et la création d'un nouvel endomètre tout au long du cycle jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau nettoyage. Et ici, vous voyez la libération des hormones dans le sang. Donc, on voit que les oestrogènes sont libérés en bonne quantité au début, puis dès qu'on a un développement des follicules, notamment du follicule de De Graaf, il y a une grande augmentation des oestrogènes. En même temps, on voit bien que la LH, qui n'était pas libérée en grande quantité, quand tout sera prêt, va être libérée en grande quantité pendant une courte période, ce qui va déclencher l'ovulation. On voit que la LH diminue à nouveau ici. Et on va avoir une diminution des œstrogènes, accompagnée par contre d'une augmentation de la progestérone. Donc ça, c'est le corps jaune qui va se mettre à libérer de la progestérone jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de progestérone à libérer. Et là, on va se retrouver au début d'un nouveau cycle. La période de fertilité d'une femme est estimée aux alentours de 7-8 jours. Donc, si on regarde l'ovulation ici, eh bien, le temps que l'ovule peut se développer et survivre dans le corps une fois qu'il a été libéré, c'est 2-3 jours. Pour un spermatozoïde qui aurait été émis à l'intérieur du vagin et donc qui se retrouvait dans l'utérus, eh bien, on a 3 à 4 jours de vie, donc on a une période de fertilité estimée aux alentours de 7 jours. Voilà pour ce cours sur le système hormonal.